Bienvenue Arnaud. Bien sûr que c'est moi qui t'invite chez moi, dans mon univers. Alors, c'est un grand monsieur qui naît un 9 décembre 1959 dans ce qui est à l'époque le Congo belge. Aujourd'hui, vous êtes belgo-congolais. Mais les gens vous connaissent plus pour être le père du salon africain de la bande dessinée et l'un, si pas l'unique, dessinateur de bande dessinée édité dans une grande maison d'édition de bande dessinée, la maison belge Glénat, Française. française Glénat. Alors, Barli Barouti, dites-moi, comment ça va après tout ce temps? Parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Vous savez, dans la vie, il faut prendre la vie telle que ça vient. Et moi, j'avais pris la vie déjà par les côtés artistiques dès le départ, donc j'ai continué dans la même voie. Maintenant, on peut parler d'avancée, sûrement, parce que chaque jour, comme on parle expérience, chaque jour amène son lot d'expériences, d'illusions, de désillusions. Voilà, on est dedans et je me sens dans cette ambiance et ça va plutôt bien. Alors, généralement, les gens qui voient Barli Barouti se demandent, mais de quelles origines lointaines? Parce que vous êtes plus, non pas un citoyen ni du Congo, ni de la Belgique, mais un citoyen du monde. On sent le Nil coule dans vos veines. Et d'autres influences d'un peu partout. Vous avez un sang cosmopolite. Oui, j'ai les sangs de ceux qui veulent avancer. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir d'où je viens, où je vais et qu'est-ce que j'ai accompli entre-temps. Mais avec ça, je côtoie des gens, je côtoie de mondes, je traverse des mondes et à chaque fois, je m'enrichis. Je pourrais dire que si on pouvait me demander c'est quoi mes origines, c'est quoi ma race, je suis de la race des artistes. Voilà. Et je me refuse absolument à être artiste. Donc je reste artiste. Ça veut dire positif. Tout à fait. Et vous en parlez au moment où l'actualité vraiment subit beaucoup euh, de ce qui pourrait paraître comme un certain nationalisme et beaucoup de rejet de l'autre. D'une part, ceux qui rejettent les autres, d'autre part, ceux qui accueillent tout le monde. La vague des migrants, on en a beaucoup parlé, on en parlera, et le monde est fait des migrations, les Amériques sont faites des migrations. Comment est-ce que vous vivez cette actualité qui est quand même très triste, avec la traite négrière sur le continent africain, en Libye en l'occurrence, et tout ce qui blesse l'humain? Moi, je crois que ce que vous êtes en train de dire, je le résumerai en ceci. C'est un repli identitaire. Mais seulement, tu ne peux pas vivre d'une manière... tu ne peux pas être reclus par rapport à toi-même. On n'a pas besoin... Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de dire que je suis noir parce qu'on le voit. Je n'ai pas besoin de le dire. J'agis, je fais ce que je dois faire. Parce que je sais que ce monde, c'est le monde du donner et du recevoir. Donc, ce que je fais, je suis sûr et certain que j'amène ma part. J'amène un peu ma part dans le monde. Parlons de cette part, Barli Barouti. Et qu'est-ce que vous voulez dans votre fort intérieur? Qu'est-ce que vous apportez comme part? Quelle est votre part? Quel est votre apport? Oh, mon apport, c'est mon optimisme. Euh, je viens de milieux où il s'est passé beaucoup de choses. Ah, il s'est passé de bonnes choses sûrement, mais aussi de beaucoup de mauvaises choses. Il y a eu des rébellions, il y a eu de guerres, il y a eu de la diabolisation. Mais quand on regarde de près et qu'on regarde le tout, on tombe sur une chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là et toujours là pour essayer de récupérer. Maintenant, le problème, c'est de dire, est-ce que allons-nous nous laisser manipuler jusqu'au bout? Donc voilà. Donc nous parlons vraiment de ces replis identitaires. C'est vraiment très important. Ok. J'allais dire par là que le repli identitaire, ce sont ces gens-là qui veulent dire, voilà, ok, j'ai tout. Il est impossible d'avoir tout. Impossible, même si on a beaucoup, mais on n'a pas tout. On peut avoir beaucoup, mais on n'a jamais tout. Et parfois, on a besoin de prendre chez l'autre
Parfois un plus petit que soi, n'est-ce pas? Absolument. D'où Absolument. l'adage, on a toujours besoin d'un plus petit que Voilà, soi. absolument. Et c'est là qu'on arrive à parler des couleurs. C'est une aberration criante que de parler des couleurs des peaux. Parce que si je posais la question de dire qu'est-ce que vous allez faire, on vous donne, on vous dit voilà, ici, il n'y a que la couleur noire. Qu'est-ce que vous allez faire avec la couleur noire? Ici, il n'y a que la couleur rouge. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous n'arriverez pas à faire des choses. Vous avez besoin de la couleur blanche, la couleur jaune, la couleur bleue. Faire de mélange pour avoir une harmonie. Barley Barouti, puisqu'on en parle, et si je vous donnais une feuille de papier et je vous promets de vous donner différentes couleurs et vous allez nous faire quelque chose là en direct, vous êtes bel et bien, madame, monsieur, sur le plateau d'expérience et Barley Barouti va gratuitement nous faire ce qu'il sait faire comme personne et il va essayer de nous peindre quelque chose où une couleur ne suffirait pas, mais où une couleur a besoin d'une autre couleur. Ok. Barley Barouti, non expérience. Est-ce qu'en commençant, vous savez déjà ce que vous allez faire? Ben oui, toujours. Hein. On a toujours un peu une idée. Hein. Le temps de Une prendre idée le de crayon, base. je vous donne une feuille de papier, vous savez déjà si ça va être un chien ou une femme ou Oui, mais un verre. pour ce genre de choses, je préfère une femme. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les origines. Et pour moi, les origines, c'est ça, c'est la matrice. La matrice, c'est la femme. Est-ce que vous êtes féministe, Barley Barouti? Au moment où on parle beaucoup, beaucoup dans le monde entier des droits de la femme, est-ce que vous êtes un féministe? Est-ce que vous défendez les femmes? Je ne pense pas que la femme a besoin de nous pour se défendre. La femme, c'est la femme qui nous défend d'ailleurs. Et on ne peut pas sortir quelqu'un, arriver à mettre quelqu'un au monde et ne pas les suivre. Donc c'est la femme qui devrait normalement la femme devrait normalement nous protéger. Mais par contre, la femme a besoin de quelque chose, une seule chose. Elle a besoin qu'elle soit comprise. Elle a besoin de compréhension, d'être Voilà. comprise. Qu'est-ce Est-ce que la que femme comprise? aujourd'hui est comprise? Ça, il faut le demander à ce moment-là aux féministes et autres. Et je pense, à mon avis, que ce qui est intéressant ici de signaler, c'est de dire il y a beaucoup de choses qu'on arrive à résoudre avec les femmes qu'avec les hommes. Et c'est pour ça que pour moi, la matrice, tout simplement tenir une maison. On a beau dire ce qu'on veut, la femme peut revêtir sa tenue de magistrat, de ceci ou de cela, mais à la fin, on attend toujours qu'elle joue un rôle dans le ménage. Pas pour dire que voilà, ce n'est pas gratifiant. C'est un rôle qu'un homme ne jouerait pas? Elle jouerait, mais pas avec la féminité qu'il faut. Ah, vous avez besoin d'une touche de féminité dans... Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Voilà. Et qui vous a inculqué cela? Votre mère, votre épouse, votre fille? Je pense que j'ai grandi j'ai grandi dans une ambiance totale, une ambiance où les beaux étaient la norme. Et qui d'autre peut symboliser les beaux qu'une femme? C'est ça. Et j'ai grandi avec ça tout le temps. J'ai grandi avec ça tout le temps. Pour moi, c'est vraiment très important de parler de la femme en tant que matrice. Et c'est comme ça que je vais peut-être vous précéder dans vos questions pour dire que c'est dans ces termes-là que je pourrais dire aujourd'hui, non, nous avons un problème. Les gens qui violent ces femmes, ils sont en train de détruire la matrice de l'humanité. Et c'est à ça qu'il est important de dire non. Et la femme n'a pas besoin de nous pour se protéger. On doit seulement le comprendre. C'est très, très, très important. Que diriez-vous de l'excision qui est une pratique africaine, certes, mais c'est aussi une pratique ancestrale dans plusieurs coins du monde. Mais aujourd'hui, l'excision, est-ce vraiment une pratique qu'on peut encore tolérer? Est-ce qu'elle est encore à tolérer, cette pratique?
Moi, je crois les gens condamnent, qui condamnent ces pratiques ont mille fois raison, mais la manière dont on le fait, on les sort du contexte. On doit expliquer aux gens que si ça se faisait d'une manière traditionnelle, ça avait des raisons qui sont aujourd'hui erronées et que ça n'a plus besoin d'être. On ne doit pas tout simplement leur dire que voilà, les diaboliser, on doit dire que c'est mauvais parce que ce n'est pas dans le contexte. On ne sait pas quelles ont été les raisons qui ont poussé les gens à faire ça dans les temps. Mais aujourd'hui, ces raisons ne peuvent pas justifier cela. Et c'est comme ça qu'on doit les dire et pas les diaboliser comme si c'était les diables. Non, ce n'est plus d'actualité. Mais c'est une pratique qui mutile la femme, qui peut lui laisser des séquelles, voire la tuer. C'est ce que j'ai dit, que ça n'a pas de sens. Il y a des gens, la tradition, vous savez, la tradition, il y a de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, il y avait par exemple il y avait euh, dans le truc, non, non, il faut qu'on en souque, hein. Il y avait l'espérance de vie n'était pas au même titre qu'aujourd'hui parce qu'il y a eu la science, il y a eu des choses, il y a eu du progrès. L'espérance de vie n'était pas le même. Donc aujourd'hui, euh, donnez-moi l'occasion de, de signer ceci pour expérience. Expérience. Merci beaucoup, Barli Barouti. Alors, dites-moi, Barli, toutes ces casquettes, musicien, auteur, compositeur, dessinateur, tout à l'heure, vous nous jouerez un morceau avec votre guitare, mais vous vous sentez plus musicien, auteur de bande dessinée, dessinateur, scénariste. Ah oui. Qu'est-ce qui est arrivé avant dans votre vie? Alors là, vous allez me parler de l'histoire de l'œuf, le dilemme de l'œuf et de la poule. C'est très difficile que je puisse me situer vraiment dans cela. Mais ce que je peux dire, dans ce que je fais, tout est inspiration en fait. Tout est inspiration. Et si par exemple, je fais une planche de bande dessinée, je vais trouver un éditeur, l'éditeur n'en veut pas, je suis tellement dans le blues que je crée une histoire que je chante. Je chante mon malheur. Et si la chanson, je vais chez l'éditeur pour céder, il n'en veut pas, ça me donne encore de l'inspiration pour faire une bande dessinée où j'explique la difficulté qu'on a dans la vie à placer ses affaires et tout ça. Et je crois que le tout est savoir être au bon moment, prendre les émotions au bon moment. Nous avons des émotions tout le temps, mais nous devons arriver à bien les saisir et puis à les codifier pour les rendre accessibles à d'autres personnes. Et c'est ça qui compte. Donc je suis artiste, voilà. Jean-Paul II a écrit, le pape Jean-Paul II a écrit une lettre aux artistes, une très très belle lettre où il dit que les artistes sont des co-créateurs avec Dieu. Oui, je dirais que c'est bien de sa part de dire ça, mais seulement, on peut être des co-créateurs, je suis d'accord, mais seulement le pinceau ou la plume ou le burin, c'est le tout haut qui nous l'a prêté. Le tout haut. Les tout hauts. Parce que je ne pourrais pas parler C'est qui de le nom. tout haut? Les tout hauts, c'est les créateurs. Aujourd'hui, j'aurais difficile. Je peux dire Dieu, je peux dire Jésus, je peux dire Mahomet, je peux dire ceci. Ça ne sert à rien que je diversifie dans tout ça. Vous êtes Dans croyant, tout ce que Barry Barouti? je suis croyant. Comme je l'ai dit, je suis chrétien, mais pas crétin. Donc ça veut dire que j'ai fait tout pour arriver, j'ai fait tout pour arriver à faire le discernement. Et ce discernement, ce n'est pas pour refouler des émotions ou quoi que ce soit. Ce discernement, tout simplement, ça me vient aussi du Créateur, du tout. Parce que même dans la Bible, on a dit, il va y arriver un moment, beaucoup de gens vont venir à mon nom, mais ils ne viennent pas de moi. Et pourquoi je leur ferai crédit? Voilà. Je suis chrétien, mais pas crétin. Vous êtes de nature méfiante, Barry Barouti? Réaliste. Je suis de nature réaliste. J'essaie
je sais prendre pour moi les coups. Et avec le temps, j'ai appris que ça ne sert à rien de rendre des coups. Le mieux, c'est de prendre des coups comme armure pour se blinder. Je n'ai pas besoin de rendre des coups parce que pour que je rende des coups, il faut que je me mette vraiment à réfléchir sur cela. Et pendant que je réfléchis sur cela, je ne fais rien. Vous préférez réfléchir sur une toile. Vous avez été rencontrer quelqu'un, un certain Epa Binamungu, à Kigali, Oui. dans son village, son royaume, j'appelle ça tout un royaume. Vous avez peint avec lui et ce sont les images que nous sommes en train de regarder en ce moment. Parlez-nous de cette rencontre. Voilà. J'ai été... quand je suis arrivé à Kigali, je suis venu pour me reposer. Hein, je suis invité par ma nièce. Je suis venu pour me reposer. Mais seulement, allez, l'artiste, on ne se refait pas. Je voulais quand même trouver les gens de ma race. Ça veut dire les artistes. Donc j'ai été voir un peu de gens, des jeunes surtout, créateurs, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est dans cette quête des rencontres que j'ai pu croiser. On m'a parlé de Epa Binamungu et je suis allé. Il a bien voulu m'accueillir dans son antre, hein, Inganzo. Et je suis allé là-bas, j'ai vu ce qu'il faisait, et de cela va naître sûrement quelque chose. Et je pense que nous avons des atomes crochus, et c'est ça justement la race. C'est beau ce que vous dites. En tout cas, il y a des choses que vous dites avec vos paroles, comme ça, là, en discussion. Il y en a d'autres que vous dites en peignant, il y en a d'autres que vous dites en chantant. Absolument. Et si on vous écoutait chanter Barli Barouti? Pourquoi pas? Cyril va avoir la gentillesse de prendre votre guitare et il va vous la remettre et vous allez nous faire un air. Merci beaucoup Cyril. Ok. Voilà. Ça c'est... Et on va écouter Barli Barouti. C'est ma compagne. Alors la chanson que je vais faire s'appelle Ningiku Andege, qui veut dire... Vous étiez en avion? Non. L'avion a prêté le nom de Ndege chez l'oiseau. Bien? Ndege, c'est d'abord l'oiseau avant de devenir avion. Ok? L'appareil volant imitant l'oiseau naturel, voilà pourquoi Ndege. Ningekuwa na mabawa, ningeruka yulu, nikamchimie mpenzi, kipande ya mwezi na nyuso ya manyota. Oh, siku ndege, mabawa ya ndege, siwezi kuruka yulu, nichimwe mwezi na nyota, nimupe mpenzi wangu. Ningekuwa simba, ningekuwa makari, ningekwenda kuchunga mbele ya chumba ya mpenzi, usiku na mchana, mtu asimfikie. Oh, siko simba, makari ya simba sina, watu wanamufikia, mimi kati ya roho yangu nakufa na mawazo. Wivu we, bibi mpenzi, usifate yote ile, ufunge macho yako, ufunge masikio, wanatafuta tuachane na wewe. Oh, mke wangu, tafanya nguvu yangu yote, tutoke dunia hii, turuke yulu mawingu, watusahau.
sababu tuliwafanya nini watu sababu mama he mimi wabo nakufa na mawazo. Barly Baronti sur le plateau d'Expérience. Merci Barly. Quelle chanson! Quelle chanson! La voix, le texte, la mélodie. Est-ce que vous avez une chanson comme ça préférée de vous-même? Oh, c'est difficile. Il est très difficile de mettre au monde des enfants et dire que voici mon enfant préféré. Non, je ne pense même pas que ce soit cela. Chacun de nous a quelque chose d'unique. Et chaque enfant est unique. Chaque enfant a une particularité, une spécificité pour lesquelles je suis plus fan que pour l'autre. À quoi ça me sert de leur dire? La question reste posée, en tout cas il y a des parents qui en préfèrent. Oui. Ou des enfants qui préfèrent maman plutôt que papa, non? Oui. Mais en même temps, on se demande à quoi ça rime, à quoi on veut arriver. Et puis après, on est surpris de voir que les choses ne vont pas très bien parce qu'on a fait des préférences. Bon, ceci dit, cela n'a rien à voir avec la chanson, la musique ou autre. Mais disons qu'il y a des moments que je vais chanter telle chanson parce que c'est des circonstances. Il y a des moments que je vais chanter telle autre chanson parce que c'est des circonstances. Une fois, et c'était un grand moment d'émotion à la télévision belge, la RTBF, vous chantez un titre, j'ai oublié le titre, vous chantez avec Kadjaline, la burundaise, et c'est le grand Raylema qui est au piano. Oui, oui. Un clavier, non pas de synthétiseur, mais de piano. Un piano, oui. N'est-ce pas un des plus gros souvenirs de votre vie d'artiste? Absolument, absolument. Parce que c'était un grand moment et c'était pleinement en acoustique. En plus, on était dans une salle, c'était dans les sous-sols, une salle voûtée avec des briques rouges. Et ça avait, c'était des émotions vraiment intenses. Non, c'était des émotions intenses d'être là-dedans et d'arriver à faire cette chanson. En plus, la chanson aussi, ça valait la peine, c'était Polimatata, donc la forêt mystérieuse. Et arriver comme ça à faire cette chanson et de le faire dans ces circonstances-là, avec cette ambiance-là, c'était tout simplement extraordinaire. Vous dites, vous, que le milieu artistique est même une famille où vous restez plus longtemps que dans la famille biologique. Oui. C'est vrai? Oui. Parce que une vraie famille, j'ai beau dire que voilà, j'ai un frère, j'ai une sœur, on a les sangs. À quoi ça va servir d'avoir cette relation de consanguinité ouais. si on n'a pas la relation, la vraie relation? C'est la laquelle, relation, la vraie? l'amour. Ça manque. Il y a parfois des gens qui passent, par exemple, tout leur temps à dire « Moi, j'ai souffert dans ma vie. Mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils souffrent. Donc, je vais bosser pour eux, pour que mes enfants ne manquent de rien. » Il va le faire tellement qu'il va oublier ses enfants. Il ne va voir que le matériel. Il passe tout son temps à travailler, mais dur, mais à amener aux enfants tout ce que ses enfants ont besoin. Mais il oublie l'essentiel, l'amour. Prenez aussi le temps de vous dire, aujourd'hui je ne cherche pas l'argent, aujourd'hui je cherche l'amour. Comment on le cherche, l'amour, Barly Baronti? On le cherche l'amour parce que on l'aurait déjà trouvé dès le départ. Trouver le moyen de maintenir cet amour. Et c'est d'entretenir cet amour. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas quelque chose... C'est comme une plante qu'on arrose. C'est comme une plante qu'on arrose. On ne peut pas dire, je suis content, j'ai déjà planté l'arbre, je suis content. Non, il faut l'arroser. Il faut enlever les petites choses inutiles qu'il y a autour, les mauvaises plantes et tout et tout. Vous devez arriver à le faire. Chasser les insectes qui risqueraient de tuer l'arbre. C'est encore ça à faire. Vous êtes philosophe. Peut-être par la force des choses. Vous avez une référence?
je n'ai pas de référence comme telle. Et puis je me méfie des gens qui veulent ressembler à quelque chose à partir du moment que cette chose-là existe. J'ai peur parce que je pense que pour moi, le plus facile pour moi, c'est d'arriver à vivre pleinement ma vie, d'arriver à voir des choses, à apprécier des choses, à apprendre des choses. Mais tout, je les laisse dans mon subconscient et c'est mon subconscient qui doit les gérer. Et ça sort par petites gouttes à chaque fois que je me retrouve devant une situation donnée. J'ai j'ai mon subconscient qui est donc mon GPS qui me dit... J'ai l'impression d'entendre un psychanalyste ou un psychologue. Mais non, comme je l'ai dit, c'est pas la force des choses parce que je m'en voudrais de dire des choses dont je n'en suis pas capable. À partir du moment, moi, je suis plutôt du genre à se dire que si on connaît ses limites, on peut les dépasser. Alors prenons le temps de connaître nos limites. C'est la seule façon de pouvoir les dépasser. Revenons à l'une de vos passions. Est-ce une passion? Je vois de très beaux bouquins, joliment édités par Glénat, comme on le disait tout à l'heure au début. Et un titre m'intéresse en particulier, c'est Chaos debout à Kinshasa. Barli Barouti et Thierry Belfroy, aux éditions donc Glénat. Chaos debout. Je vois le combat du siècle avec George Foreman et Mohamed Ali. Mais le chaos n'est pas chaos, mais c'est plutôt le chaos du chaos. Voilà. Parce que ça vient de mon scénariste, Thierry Belfroy, chroniqueur politique à la RTVF. Et ben, il m'a amené ça pour me dire, écoutez, j'avais cette idée depuis longtemps de faire quelque chose autour du combat du siècle, Mohamed Ali et George Foreman, avec tout l'aspect plutôt politique de la chose, socio-politique de la chose. Mais seulement, on prend les combats comme point de départ. Et alors, on a essayé de se dire, dans tout cela, essayons de faire passer l'émotion d'abord. Comment est-ce que les gens peuvent arriver à comprendre qu'il y a eu ces combats? D'abord, pourquoi au Zaïre à l'époque? Qu'est-ce qui a lié? Donc, il y a le recours à l'authenticité de Mobutu, il y a des côtés de Mohamed Ali, il y a le côté Marcus Garvey, donc Back to Africa, et tout ça a fait que ce combat-là a eu lieu. En même temps, il y avait le côté politique, ça c'est, je peux parler du côté plutôt idéologique, mais pour parler du côté politique, c'est quand Mobutu voulait redorer son blason. Il était à la tête de beaucoup de décisions pas bonnes. Et là, il voulait redorer son blason. Et avec ce combat du siècle, où il a mis quand même en jeu plus de 20 millions de dollars. Et vous dites, Mohamed Ali Mobutu, même combat, vous posez la question, il peut paraître étonnant qu'un combat de boxe d'un enjeu mondial entre deux Américains se soit déroulé sur le sol africain. Pour mieux comprendre la portée politique de cet événement, il convient de replacer quelques éléments dans leur contexte. C'est éminemment politique. C'est éminemment politique. Et je suis en face d'un scénariste qui est d'abord chroniqueur politique. Thierry Belfroy. Thierry Belfroy, chroniqueur journaliste, même parce qu'il lui arrive de faire de vraies recherches assez approfondies de tout cela. Alors je trouve que c'est important de le souligner. La bande dessinée, ce n'est pas fait seulement pour les enfants. Hein, la bande dessinée a aussi ce côté important de pouvoir éduquer tout en divertissant les gens, en distrayant les gens. Et puis vous repartez sur des choses beaucoup plus classiques dans le monde de la bande dessinée. C'est le singe jaune, cette fois avec Christophe Cassio-Ory. Vous y parlez aussi d'histoire, n'est-ce pas? Oui. Une bande dessinée pour vous ne peut pas aller simplement dans le sens d'une évasion, d'un scénario qui ne prennent pas ancrage dans l'histoire? Je trouve que un vieux sage qui a dit, et je pense que vous savez qui c'est, que finalement l'histoire africaine va être racontée par les Africains eux-mêmes. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui pour nous
de mettre notre main à la pâte. Et à chaque fois que je fais une bande dessinée, je fais tout pour qu'il puisse avoir un sens direct qui fasse allusion au patrimoine historique. Vous dites ici, c'est pas vous qui dites, mais c'est le docteur Bambi Chiopens. Oui, histoire et anthropologie donc du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique. Il dit le singe jaune, si mystérieux, peut être interprété comme le symbole de ces enfants métis, un sujet tabou. La ségrégation raciale était basée sur l'idée convenue qu'il s'agirait de deux races incompatibles à se reproduire entre elles. Et il parlait du triste sort donc des enfants issus de relations inavouées entre blancs et congolaises durant la période coloniale au Congo, belge et au Rwanda, au Burundi. Voilà, tout est dit. Je pense que tout repose sur ça. L'idée m'est venue quand j'ai vu comment le métis aujourd'hui en Belgique ou ailleurs se pose des questions sur ses origines. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Ça m'a vraiment beaucoup intéressé. J'ai fait beaucoup d'enquêtes et je suis tombé sur le fait que peut-être il y a beaucoup de frasques qui nous arrivent aujourd'hui, issues peut-être aussi de la manière d'avoir conçu cette colonisation. Et dans la colonisation, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Et ça, si personne ne les dit, moi j'aimerais bien les dire. Alors j'ai fait cette bande dessinée. J'ai été rejoint par mon ami et collègue Christophe Cassiori, avec qui j'ai travaillé sur Madame Livingstone, et nous avons conçu cette bande dessinée-là. Madame Livingstone, Congo, la Grande Guerre. Décidément, vous y allez fort en bande dessinée. Oui, c'est pas pour amuser la galerie. Il y a des choses à dire, il faut les dire. Et là, je voulais justement, on parlait tout à l'heure de repli identitaire, où on dit, oui, on ne peut pas on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. De quelle misère vous parlez? Et si on vous disait, tiens, on vient récupérer notre part du bonheur chez vous, qu'est-ce que vous allez dire? On s'invite chez vous, on a besoin d'un visa. Vous vous êtes invité chez nous, vous n'avez pas besoin d'un visa. Alors, qui doit à qui? On ne va pas revenir à ça. En essayant de faire cette bande dessinée Madame Livingstone, où je parle justement de la Première Guerre mondiale, qui a ses origines, il y a une partie qui s'est passée au bord de lac Tanganyika, et où la force publique est arrivée à défier donc, les Allemands qui étaient très forts, qui occupaient déjà l'Europe, et qui voulaient aussi occuper les colonies des gens de puissances telles que la France, la Belgique et autres. Alors pour cela, il fallait se battre. Et là, la force publique belgo-congolaise, il y avait donc les officiers belges, mais le gros des troupes étaient des Congolais. Et s'est battu pour arriver à déclencher tout ça. Et donc, quand cela s'est fait, non seulement ils ne se sont pas arrêtés seulement à libérer le Congo belge, parce que les Allemands ne sont pas entrés. Ils ont poursuivi les Allemands au-delà. Et c'est comme ça qu'avec la force publique, ils ont libéré les Rwandais, ils ont libéré le Burundi, et puis après, donc la Tanzanie au départ, et puis après, ils sont allés plus loin que ça, jusqu'en Abyssinie, ça veut dire Éthiopie, et au Cameroun, et ainsi de suite. Donc, le Rwanda et le Burundi, donc là, c'était quand même, on appelait ça l'Est allemand. C'était les Allemands qui les occupaient. Mais grâce au fait qu'on les a chassés, c'est comme ça que la Belgique a récupéré les Rwandais, le Burundi, et c'est là que ça a donné donc Congo, Rwanda, Burundi. Donc normalement, on devait être un seul peuple. Barli Babouti, quand Emmanuel Macron, encore candidat à la présidentielle en France, parle de crimes contre l'humanité, qu'il estime que la colonisation est un crime contre l'humanité.
avec tout le tollé qui s'en est suivi. Qu'est-ce que vous en avez pensé à cette époque-là? Bon, c'était quelqu'un en campagne. Je ne sais pas s'il le répétera aujourd'hui. La colonisation ne devrait pas être un crime contre l'humanité. C'est la dérive de la colonisation. Pourquoi est-ce que la colonisation ne serait pas un crime contre l'humanité? Si ça avait été fait dans les normes, ça découlait plus Quelles de la normes? collaboration. Les normes, c'est de dire, voilà, on arrive quelque part, on amène ce que nous avons à amener et on essaie d'en retirer ce qu'on peut retirer. Mais qu'on donne aussi la parole, mais on n'a pas donné la parole à ces gens-là. C'est quoi cette histoire de vouloir donner le bonheur à des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont leur bonheur à eux? Ce n'est pas ça qui est le crime contre l'humanité. C'est la dérive qu'il y a après. On vous dit, on vous amène la civilisation. Quelle civilisation? Pourrons-nous dire que l'histoire, bon, en parlant de président français, je parlerai bien aussi de Sarkozy, de M. Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Au Sénégal, à Dakar. Donc, voilà des crimes contre l'humanité qu'on devait avoir. Ce genre de phrases sibyllines qui fait que ça fait ancrer dans la tête des gens des mauvaises choses. Et c'est ça. Ce sont des petits embouts comme ça, mis voilà, les uns contre les autres, qui va faire que des mauvaises idées sont ancrées. Et on dit, l'Africain, on doit l'aider. Vous allez l'aider en quoi? Mais Barli Barouti, il faut parfois aussi regarder cela sous un autre angle. Est-ce que l'Africain, justement, qui va demander de l'assistance, parce que les Africains partent de chez eux, je veux dire, les gouvernants de certains États en Afrique vont demander l'aide des Occidentaux. Oui, absolument. C'est parce que, les patrimoines historiques. Voilà pourquoi je reviens dessus. On ne peut pas aller plus loin si on ne sait pas d'où on vient. Ne fût-ce que comme référence. Les gens qui sont placés ici, je ne veux pas parler politique parce que ce n'est pas vraiment de mon ressort, mais ce qui est sûr, est-ce que les dirigeants africains prennent le temps d'expliquer à leurs administrés, à leur population, pour leur dire que qu'est-ce que vous avez déjà chez vous? Est-ce qu'il leur dit? Vous allez comprendre que ce sont les pays les plus riches, potentiellement, qui sont les plus pauvres. Comme on le dit en lingala, Baboka Kalibanga, c'est voilà, donc on jette une pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits. Voilà ce qui se passe. Et je pense que pour ce faire, on devait plutôt arriver à expliquer aux gens que nous avons nos repères et qu'on doit s'atteler à reconnaître ces repères. Est-ce que nos gouvernants en Afrique, les ministres de l'éducation en Afrique, les ministres de la culture en Afrique, ne devraient pas faire un peu plus aimer l'Afrique aux jeunes Africains, ne devraient pas créer les conditions, les gouvernants africains créer les conditions pour que la jeunesse aille s'instruire et serve le pays? Je pense qu'il y a la réponse dans la question que vous venez de me poser. C'est vraiment très, très, très important. Vous venez de me dire, vous devez me poser une question où on retrouve la réponse. Et la réponse dans la question que vous m'avez posée, justement, c'est ce qu'il doit faire. La question n'était pas est-ce que nous ne sommes pas en partie responsables aussi de ce que nous vivons en Afrique? Oui, par omission. Par omission, tout à fait. Voilà. Pas par action? Pas par action, puisqu'on n'entreprend rien pour être bête. On n'entreprend rien. On laisse couler les choses. Vous savez, dans la vie, c'est soit on avance, soit on recule. On ne peut pas dire, voilà, ok, moi je reste là, comme ça je garde mon statut. Non. Ou bien on avance, ou bien on recule. Si on n'avance pas, c'est qu'on recule. Les autres avancent. Donc vous reculez. On n'entreprend pas des actions pour avancer. C'est de ça que je parle. Et je pense que la culture a son mot à dire pour ce genre de choses. Que dites-vous aujourd'hui, Barli Barouti, de la menace d'un environnement pollué? Parce que nous avons beaucoup parlé, ce sont plus comment dire,
des problèmes ou des soucis liés à certaines idéologies politiques. Aujourd'hui, une des questions de l'heure, c'est aussi l'environnement, c'est le changement climatique et je dirais même, moi j'aime bien appeler cela dérèglement climatique. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, par exemple, quelques gestes écolos? Mes premières bandes dessinées, les temps d'agir, pour les gens qui veulent aller plus loin, les temps d'agir et tout, euh, Objectif Terre, ce sont des bandes dessinées écolos. Bien sûr que ce sont des bandes dessinées qui ont été commandées, mais moi-même, je me sentais investi par ça. La chose la plus grave ici, c'est que nous avons tellement de richesses pour lesquelles nous ne faisons aucun effort, qui nous entourent, et nous trouvons ça normal. Comment expliquer aux gens qu'il y a des endroits pour voir un arbre sortir de terre, tout l'effort qu'on fait pour arriver à le faire. Ici, tu manges une mangue, tu jettes les noyaux, tu repasses 2 semaines plus tard, tu vois quelque chose à ton aide. Vous avez vu le niveau de pollution des océans? Oui, mais des océans, mais la pollution commence... Pollués par le plastique? La pollution commence chez soi. C'est par de petits gestes, de tout petits gestes qu'on peut apprendre et faire apprendre. C'est pourquoi je vous posais la question de Voilà. savoir quels sont vos gestes écolos au quotidien. Mais c'est ce au quotidien, c'est de me dire, je vais par exemple pour me brosser les dents, ben, j'ouvre le robinet pour mouiller ma brosse à dents. Le temps de prendre ma brosse à dents, de mettre la dentifrice dessus et de l'amener à mes dents, je ferme d'abord le robinet. Mais on est tellement habitué qu'on prend ça, couler. les temps, voilà, on laisse couler le temps de brosser. C'est des choses très simples comme ça auxquelles il faut faire attention. Et il y en a C'est ce des que vous meilleurs faites. avec ce que je fais et que je recommande aux autres de le faire. Quelles sont les autres questions de l'heure, Barli Barouti, qui préoccupent le monde? Nous vivons un monde préoccupé et qui vous touche particulièrement. Ce qui me touche aujourd'hui, c'est la ruée vers le bonheur artificiel. Ah bon? Le bonheur artificiel. Il revient à notre philosophe psychologue. Pour moi, le bonheur artificiel, c'est celle d'emmagasiner l'avoir. Amasser des choses. Amasser l'avoir, mais pas l'être. Vous me faites penser à une chanson, Les choses, de Jean-Jacques Goldman, sur son dernier disque, Chanson pour les pieds. Il en parle brillamment sur le titre Les choses. Ah oui, sûrement quelqu'un qui sait voir les choses, justement. Et moi, pour moi, le bonheur artificiel, c'est ce bonheur où on se dit, je vais emmagasiner chez moi l'avoir. Et au risque même de dire, je néglige l'être. C'est exactement comme les gens qui préfèrent parader dans le paraître et pas dans l'être. Et moi, particulièrement, je suis plutôt du genre à me dire, je dois d'abord exister. Je dois d'abord exister avant de faire des choses. Si on veut parler de moi, je préfère par exemple qu'on parle de ce que je fais. C'est ce que je fais qui va parler de moi. Or aujourd'hui, nous sommes dans un truc, pour donner un exemple, il y a des artistes qui veulent devenir vedettes, mais pas qui veulent faire le travail qu'ils vont faire de vedettes. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du bonheur étriqué, du bonheur artificiel. Être sapé comme vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes très très bien habillé, je vous l'ai dit en vous recevant. Merci. N'est-ce pas aussi un petit souci de paraître d'une certaine manière? Non. Vous savez, un artiste, c'est un être à part. Il doit trouver les beaux. Vous savez, ce que j'ai ici, ce sont des choses locales. Je peux aussi m'habiller, je ne vais pas citer de nom ici, par des marques connues au monde. Ça me coûterait des yeux de la tête. Mais le fait que dans ce que je fais pour paraître, pour qu'on me voie, j'utilise quelque chose qui ne me coûte pas trop cher,
pas du tout même. Mais à ça, j'ajoute mon être. Quelqu'un porterait la même chose, on ne le verrait pas de la même façon. C'est justement, c'est allier l'être et le paraître. Ça, c'est intéressant et intelligent. Vous avez été avec nous aujourd'hui dans l'expérience pour parler de votre expérience de vie, alors que vous deviez le résumer. En quoi se résume votre expérience de vie sur cette terre? Mon expérience de vie, je pourrais dire que je suis quelqu'un qui est un élève perpétuel. Donc, je prends tout ce qu'on m'amène, tout ce que je peux capter, j'essaie de les capter. Si par exemple quelqu'un arrive, veut me dire des choses, il veut m'apprendre des choses, dans les 100% de ce qu'il va me dire, il est même possible que j'en connaisse 90 ou 95%. Mais je vais lui laisser me dire tout, l'ensemble de tout ce qu'il veut me donner. Je vais le laisser dire même des choses que je connais. Parce que s'il commence à me dire, moi je dis non, ça je connais, non, ça je connais, non, ça je connais, il va s'arrêter. Je ne saurais pas qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Ça, c'est ma philosophie. Mais mon expérience est née de ça. Quelqu'un qui écoute plus, qui ne parle? Je pense que c'est le mieux. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, dans ce que j'essaie d'exprimer, j'essaie d'utiliser l'image. Et l'image englobe tout. L'image, c'est ce qu'on voit. L'image, c'est l'image qu'on fait de quelqu'un d'autre. L'image, c'est aussi son soi qu'on doit arriver à vendre, entre guillemets. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre passage sur Terre? Le jour où vous partirez, si vous avez un vœu à faire, si vous avez une image, une parole à laisser, ce sera laquelle? Vous savez, d'habitude on dit, de notre passage ici sur Terre, on doit écrire un livre, planter un arbre ou faire un enfant. Tout ça, bien sûr, il faut le prendre au deuxième degré. Parce que en écrivant un livre, vous laissez votre trace sur Terre et on sait qu'est-ce que vous avez amené à cette terre. Parce qu'après vous, la vie continue. Plantez un arbre, vous mettez les gens à l'abri, vous donnez à manger aux gens, vous donnez votre trace, le passage de votre vie sur Terre. Avoir un enfant, ce n'est pas seulement avoir un enfant biologique, parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas avoir, malheureusement, mais c'est aussi laisser quelqu'un qui vous ressemble, que ce soit sur le plan professionnel même. Donc vous faites un enfant. Si par exemple, je me dis aujourd'hui j'ai Arnaud et que Arnaud s'intéresse à ce que je fais, je lui explique ce que je fais. Je ne lui ferme pas la porte, je lui ouvre grandement ma porte et je lui dis ce que je fais, je le forme. Eh bien, c'est mon enfant que j'aurais laissé sur Terre. Voilà. Et je pense que sur les 3 étapes, il me semble que je suis en train de le faire et ce n'est pas fini. Vous avez fait, Barry Barouti, partie de la vie de quelqu'un qui a vraiment compté pour le monde et pour l'Afrique, parce que c'est vous qui avez fait le décor du film, un des films africains les plus connus, La vie est belle, de Mwenze Ngangura, qui mettait en scène la vie de Papa Wemba. Oui. Vous avez l'impression d'avoir écrit l'histoire avec Papa Wemba en quelque sorte? Écoutez, je pense que chacun est unique dans ce monde, chacun est unique. Et Papa Wemba était unique à son genre. Il n'y aura pas un autre Papa Wemba. C'est quelqu'un qui a été entier. Ça veut dire tout ce qu'il a fait parce qu'il voulait le faire. Quand il s'est mis de la preuve, il est mort sur scène. C'est vous dire à quel point il avait l'amour de ce qu'il faisait. Et il a tout donné pour cela. Et en plus, Papa Wemba était quelqu'un de terriblement fidèle en amitié. Quand il vous donne sa confiance, c'est pour la vie. Et je pense que je suis fier d'avoir côtoyé quelqu'un comme Papa Wemba, qui était mon grand frère, qui était un ami,
et qui est aussi un collaborateur, jusqu'à venir souvent me voir alors qu'il est au sommet de sa gloire, de venir me voir à mes concerts et puis dire Barli, est-ce que je peux faire une chanson? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça d'autres musiciens? C'est terrible. Et je pense que j'ai connu quelqu'un de bien et quelqu'un qui a laissé des traces. Barry Barouti, un grand merci parce que vous êtes, je crois, quelqu'un de bien aussi, quelqu'un qui écrit l'histoire à sa manière. Merci. Quand on écrit des bouquins, on est un grand monsieur, un grand artiste, parce que moi, je vous ai d'abord connu en tant qu'auteur, compositeur, interprète. J'ai jamais su faire vraiment la frontière, on en parlait tout à l'heure, entre l'artiste musicien et celui qui peint, celui qui écrit, qui produit de bandes dessinées de grande qualité. Alors j'aimerais à mon tour vous offrir un livre parce qu'apparemment vous aimez beaucoup les livres. Vous me faites penser à ces artistes qui démentent un cliché selon lequel les artistes ne sont pas des intellos, qui ne lisent pas. Vous êtes la preuve vraiment du contraire. Alors je vais vous offrir un livre qui relate une histoire triste. Vous avez parlé de génocide, je vais vous parler de celui des Tutsis du Rwanda. Et Roméo Dallaire, ce Canadien, ce général canadien qui était au Rwanda pendant la période 1994, a écrit un livre, J'ai serré la main du diable, juste le temps de vous le dédicacer, et puis on se dira au revoir. Donc le lieutenant général Roméo Dallaire a écrit J'ai serré la main du diable, hein, la faillite de l'humanité, aux éditions Libre Expression. Et Libre Expression est le nom du petit magazine que j'ai dirigé à 14 ans à l'Institut technique industriel Massina de Massina à Kinshasa. Voilà, pour Barli Barouti. Je vais essayer de faire les B comme ceux de Barli. De la part d'expérience. Juillet 2018. Voilà. Merci beaucoup. Je peux dire un petit mot Oui. en disant en fait, bon, ce sera mon livre de chevet, je vais le lire vraiment très bien. L'histoire de l'Afrique s'écrit souvent en lettres de sang et que c'est à nous de faire de ces lettres rouges des lettres roses. C'est à nous de le faire, de prendre pour nous notre malheur, de les transformer en force et de faire une Afrique où on sera plus unis. Madame, monsieur, vous seriez à ma place, vous n'en diriez pas davantage, vous n'auriez rien à dire. Barli Barouti, c'était vraiment un plaisir, un pur moment de délice. Un pur moment de délice de vous savoir toutes et tous nombreux à regarder Expérience. À très bientôt ici sur la chaîne. Au revoir.